Bonsoir et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix et la perspective africaine. L'information à la une et tout ce qui façonne notre continent en économie, politique, culture, innovation et en développement, c'est ici. À la présentation, je suis Keza Deborah. Au sommaire, en RDC, création d'une garde minière pour sécuriser les ressources du pays. Kinshasa entend protéger les sites d'exploitation et lutter contre le trafic des minerais. Une nouvelle force est annoncée pour encadrer toute la chaîne minière sur le territoire national. Démission de Paul Onkoué à la tête de FCBE après l'élection présidentielle du 12 avril au Bénin, une décision qui intervient dans un contexte de récomposition politique et de consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement par le président élu Romuald Wadani et qui relance les débats sur l'avenir de l'opposition et les équilibres politiques dans le pays. À Addis Abeba, les Nations Unies et la Commission du Golfe de Guinée mobilisent les acteurs régionaux et internationaux pour accélérer la transformation de l'économie bleue. La rencontre du 27 avril 2026 met l'accent sur la nécessité de passer des engagements politiques aux actions concrètes en matière de sécurité maritime, de gouvernance et de développement durable. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans les détails de ce journal à suivre sur notre chaîne YouTube, X et Facebook Aouba Français. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a procédé ce mardi à la nomination des 3 nouveaux ministres, respectivement à la santé publique, à la communication et aux médias, ainsi qu'au ministère des infrastructures, des logements sociaux, des transports et de l'équipement. Cette dernière nomination confiée à Egide Nijimbere intervient dans un contexte particulier. Elle dépasse le simple changement administratif et met en évidence une instabilité persistante au sein de ses portefeuilles stratégiques. En moins de 8 mois, 4 ministres s'y sont succédés. Pourtant, ce ministère est au cœur du développement du Burundi avec des défis majeurs. Construction des routes, accès au logement et modernisation des équipements publics. Les besoins restent importants notamment pour désenclaver certaines régions et attirer davantage d'investissements. Face à cette pression, les autorités misent désormais sur un profil technicien, ingénieur et ancien secrétaire permanent. Egide Nijimbere est chargé d'apporter plus d'efficacité et de stabilité avec pour objectif d'accélérer les projets d'infrastructure et de redonner de la cohérence à l'action publique. L'AFC M23 accuse Kinshasa de ne pas avoir respecté ses engagements pris lors des discussions de paix de Montreux en Suisse, notamment sur la libération des prisonniers. Le mouvement dénonce un manque de volonté politique et estime que cette situation pourrait fragiliser les efforts en faveur d'un règlement pacifique du conflit. Plus de détails avec Espoir Malamira. Dans un communiqué publié mardi 28 avril 2026, l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars a affirmé que le gouvernement congolais n'a pas appliqué les engagements conclus dans le cadre des pourparlers de paix organisés à Montreux, en Suisse. Le mouvement explique que, lors de ces discussions tenues le 17 avril, les autorités de Kinshasa auraient promis de libérer sous 10 jours des détenus présentés comme membres de l'AFC M23 ainsi que de civils arrêtés et assimilés au groupe. Selon l'AFC M23, ces délais est désormais écoulé sans qu'aucune remise en liberté n'ait été constatée. Le mouvement y voit un signe d'absence de volonté politique et accuse le pouvoir congolais de freiner les initiatives soutenues par les acteurs régionaux et plusieurs partenaires internationaux. De son côté, l'AFC M23 affirme poursuivre la remise de plusieurs prisonniers au Comité international de la Croix-Rouge en vue de leur transfert vers Kinshasa, comme l'affirme son chef du département des communications, Laurence Kanyuka. À ce jour, mardi 28 avril 2026, ce délai est expiré
et aucun prisonnier n'est libéré. Ce refus manifeste de Kinshasa d'honorer sa signature constitue un affront aux efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux, ainsi qu'une preuve supplémentaire de la duplicité politique qui caractérise ce régime. Pendant que l'AFC M23 poursuit la remise de milliers de prisonniers au CICR en vue de les transfert vers Kinshasa, le régime persiste dans une logique de sabotage systématique du processus de paix de Doha. Dans ce même communiqué, le mouvement rebelle accuse également les autorités congolaises de privilégier une réponse militaire plutôt qu'une issue négociée à la crise. Aucune réaction officielle du gouvernement congolais n'était disponible au moment de la publication de ces accusations. Espoir Malamira, Goma, pour Radio Afrikini. Et les autorités ougandaises ont annoncé l'arrestation des 231 ressortissants étrangers lors d'opérations menées dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière et les activités criminelles en ligne. Dans un premier temps, 169 personnes ont été interpellées dans un quartier économique de la capitale Kampala après avoir été retrouvées dans des bâtiments sans document d'autorisation de séjour. Selon le ministère de l'Intérieur, les personnes arrêtées proviennent notamment du Pakistan, du Bangladesh, de l'Éthiopie, de l'Inde, du Ghana, du Myanmar, du Sri Lanka, de la Malaisie et du Cambodge. Les autorités affirment que certains auraient été attirés dans les pays sous des fausses promesses d'emploi, tandis que d'autres sont soupçonnés d'être impliqués dans des escroqueries en ligne. Dans une autre opération menée dans le nord du pays, à Adjumani, 69 ressortissants nigérians ont été également arrêtés. Ils sont soupçonnés de séjours irréguliers et d'activités illégales, notamment des abus liés à des pratiques religieuses. Les services de l'immigration affirment que certains se faisaient passer pour des prédicateurs afin d'entrer sur le territoire. Les autorités ougandaises indiquent que ces opérations s'inscrivent dans un vaste programme de contrôle migratoire et de lutte contre la cybercriminalité. Toutes les personnes interpellées devraient être traduites en justice avant leur éventuelle expédition vers leur pays d'origine. Revenons en RDC. Le gouvernement veut reprendre le contrôle sécuritaire de ses richesses minières face aux défis liés à l'exploitation illégale, au trafic et à l'insécurité autour des sites extractifs. Les autorités annoncent la création d'une garde minière, une nouvelle unité chargée de protéger les mines et d'assurer la sécurisation du transport de minerais sur l'ensemble du territoire. Reportage de Fanny Chamamba. Dans un communiqué publié le 27 avril, l'inspection générale des mines précise que cette nouvelle unité à caractère paramilitaire devra protéger l'ensemble de la chaîne minière des gisements jusqu'au convoyage de produits. Le projet prévoit le déploiement de 20 000 agents dans 22 de 26 provinces d'ici fin 2028. Un premier contingent de 2500 à 3000 recrues est attendu dès le mois de décembre, tandis que la campagne de recrutement doit débuter le mois prochain. À terme, cette force serait appelée à remplacer les policiers et militaires actuellement affectés à la surveillance des zones minières. Selon l'inspection générale de mines, ce programme représente un investissement de 100 millions de dollars américains. Il s'inscrit, selon les autorités, dans le cadre des accords économiques conclus récemment entre Kinshasa, les États-Unis et les Émirats arabes unis. Le chef de l'État malien, Assimi Goïta, est apparu en public pour la première fois après une série d'attaques coordonnées ayant visé plusieurs zones du pays. Dans une allocution télévisée, il a affirmé que les autorités de transition vaincront les groupes armés responsables de ces violences. Selon les informations rapportées, des combattants affiliés à Al-Qaïda au Sahel ainsi qu'un groupe armé dominé par des Touaregs ont mené des attaques contre le quartier général de l'armée malienne et les environs de l'aéroport de Bamako. Ces violences ont causé des pertes importantes, dont la mort du ministre malien de la Défense, Saïdo Camara, selon les mêmes sources.
Par ailleurs, les groupes armés ont revendiqué des avancées dans le nord du pays, notamment à Kidal, malgré la présence des forces étrangères aux côtés de l'armée malienne. Dans un message vidéo, le JNIM a revendiqué ces attaques, les présentant comme des représailles à des frappes des drones. Les groupes menacent désormais d'étendre ces actions jusqu'à Bamako, ce qui alimente les inquiétudes sur une possible escalade régionale du conflit. Au Bénin, Paul Unkwe, candidat battu à la présidentielle du 12 avril, annonce sa démission de la direction de son parti, les forces Coris pour un Bénin émergent. Dans un communiqué publié mardi soir, l'ancien chef de file de l'opposition justifie son départ par la volonté de réfléchir à la manière dont il pourrait encore servir son camp politique et le pays. Parfaizola Obasanjo nous en dit plus dans ce reportage. L'ancien chef de file de l'opposition a rendu publique sa décision à travers une correspondance adressée au premier secrétaire exécutif national adjoint de sa formation politique, les forces Coris pour un Bénin émergent, FCBE. Dans cette lettre de démission, Paul Unkwe explique vouloir se retirer pour être utile autrement. Je cite, « Après les résultats de l'élection présidentielle et au moment où des réflexions sont menées sur les orientations du parti, j'ai décidé de me retirer afin de réfléchir à la manière dont je pourrais être utile au groupe et à la nation. » Fin de citation. Cette décision intervient quelques jours après la proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel par la Cour constitutionnelle. Selon les chiffres publiés le 16 avril dernier, le duo Romuald Wadani a obtenu 4 515 449 voix, soit 94,27% des suffrages exprimés, tandis que le tandem Paul Unkwe-Judicaël Roch-Ouanou a recueilli 278 297 voix, loin d'être anodine. Cette démission survient alors que le président élu, Romuald Wadani, poursuit ses consultations politiques en vue de la formation de son premier gouvernement. Elle relance ainsi les spéculations autour d'un possible gouvernement d'union nationale. Les prochains jours devraient permettre d'y voir plus clair sur la nouvelle recomposition politique qui se dessine au Bénin. Parfait Obasanjo Zola Cotonou pour Afrique Unie Radio. Toujours dans ce journal, le président nigérien Abdourahmane Tiani a adressé ses félicitations à Romuald Wadani, vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril. Dans un message officiel daté du 27 avril, Niamey salue ce qu'il qualifie de brillante victoire du président élu béninois. Au-delà du message protocolaire, le chef de l'État nigérien affirme sa volonté de travailler étroitement avec le futur dirigeant béninois afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays voisins. Il évoque notamment les liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Niger et le Bénin. Cette prise de position intervient dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires et des recompositions diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Il pourrait ainsi ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre Cotonou et Niamey. À Addis Abeba, les Nations Unies et la Commission du Golfe de Guinée ont réuni le 27 avril dernier acteurs régionaux et internationaux pour accélérer la transformation de l'économie bleue dans le Golfe de Guinée avec un mot d'ordre, passer des engagements aux actions concrètes en matière de sécurité maritime, de gouvernance et de développement durable. Le point de cette rencontre avec Elisabeth Hassen. La rencontre s'est déroulée à marge du Forum régional africain sur le développement durable avec pour objectif d'accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Yaoundé du 10 juillet 2025 et traduire les engagements régionaux en actions concrètes dans les pays concernés. Autour de la table, des représentants des États membres, des responsables régionaux des Nations Unies et plusieurs coordonnateurs résidents. Tous ont insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité maritime, d'améliorer la gouvernance des espaces marins et de mobiliser davantage d'investissements dans les secteurs clés de l'économie bleue. Parmi les avancées présentées, un prototype de tableau de bord permettant de suivre les progrès réalisés dans le cadre de la déclaration de Yaoundé. Cet outil a été développé sous l'impulsion de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.
Intervenant lors de la rencontre, Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, a appelé à une meilleure articulation entre sécurité maritime, gouvernance et développement durable. Elle a également plaidé pour des projets prêts à l'investissement, capables de générer des résultats concrets pour les populations, notamment les femmes et les jeunes. De son côté, Venancio Suarez Gomez, de la Commission du Golfe de Guinée, a mis en avant plusieurs initiatives en cours, tandis que les coordonnateurs résidant au Gabon, au Bénin et au Togo ont partagé leurs priorités pour les prochains mois. L'un des principaux constats issus de cette réunion, la nécessité de mieux relier les efforts régionaux aux actions menées au niveau national, afin d'obtenir des résultats tangibles en matière de développement et de sécurité dans le Golfe de Guinée. Représentant le Bureau de la coordination des activités de développement des Nations Unies, Eskedar Nega a, pour sa part, insisté sur le renforcement de la coordination entre les agences onusiennes et les partenaires régionaux. Cette rencontre s'inscrit enfin dans la préparation de grandes échéances internationales, notamment la conférence Awa Ocean, avec l'ambition de positionner les Nations Unies comme un acteur clé du développement durable dans la région. Et le roi Charles III est seulement le deuxième souverain britannique à prendre la parole depuis la colline du Capitole à Washington après sa mère, la reine Elisabeth II, qui y avait prononcé un discours en 1991. Afin d'alléger l'atmosphère très protocolaire du Congrès américain, le monarque a ouvert son intervention sur une note humoristique évoquant l'amitié historique entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Selon notre correspondant à Washington, Vincent Souriau, il a lancé avec un sourire. Comme l'a dit Oscar Wilde, nous avons aujourd'hui tout en commun avec l'Amérique, à l'exception bien sûr de la langue. Derrière ces tons légers, Charles III a toutefois délivré un message politique ferme. Il a souligné que l'alliance entre Londres et Washington ne pouvait pas se reposer sur les réussites du passé, appelant à la renforcer et à la faire évoluer. Une déclaration prononcée devant des parlementaires américains largement favorables après une rencontre matinale avec Donald Trump à la Maison-Blanche, marquée par un cérémonial particulièrement soigné. C'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Unie. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés et suivez la suite de l'actualité sur nos plateformes Facebook, X et YouTube en écrivant à Aoba Français.